Bien, tout d'abord, une précision sur le titre de mon exposé. Le titre complet, c'est « Notes sur la pratique théorique de Marx à partir du livre 4 ». Et je vais encore réduire en cours de route la perspective. Suite à son exploration des manuscrits laissés par Marx, Engels, dans une lettre à Bernstein d'août 1894, estimait que même l'histoire de la théorie est écrite pour l'essentiel. Il semble quand même avoir fait preuve d'un optimisme quelque peu illusoire. Aujourd'hui, bénéficiant de la distance prise, il paraît justifié de considérer avec Michael Heinrich que le livre 4 n'existe pas. Il convient donc tout d'abord de préciser rapidement la nature des manuscrits dont nous disposons sous le titre « Théorie sur la plus-value ». Donc, dans un premier temps, une vue d'ensemble. Dès 1851, Marx parlait d'une critique et d'une histoire de l'économie politique entreprise depuis des années. L'idée évoluera et prendra consistance avec le plan définitif en 4 livres du Capital. Le dernier ayant pour objet, indique-t-il, l'histoire de l'économie politique depuis le milieu du XVIIe siècle. Il évoque à de nombreuses reprises ce livre 4 dans sa correspondance, et le contenu en est précisé dans une lettre à Engels où Marx explique qu'après la partie théorique, il y aura le 4e livre consacré à l'histoire et aux sources, la partie la plus facile, puisque toutes les questions sont résolues dans les 3 premiers livres. Ce dernier sera donc plutôt une répétition sous forme historique. Bon, cet éclaircissement suscite une certaine perplexité. Comment l'histoire de l'économie politique peut-elle prendre la forme d'une répétition sous forme historique de la théorie, en l'occurrence marxienne, sans être fortement adultérée par cette perspective singulière? Le biais téléologique s'avère constitutif de l'entreprise. De fait, tout lecteur des théories s'aperçoit rapidement, même en tenant compte du caractère inachevé et fragmentaire des textes, qu'il n'a pas véritablement affaire au manuscrit d'une histoire de l'économie politique. Un simple survol confronte par exemple le lecteur du tome 1 à des dizaines de pages répétitives à propos de l'oubli par Suisse du capital constant dans sa décomposition de la valeur des marchandises. Plus généralement, l'analyse critique d'un auteur paraît souvent n'être qu'un simple support à l'exposé de la pensée proprement marxienne qui s'affranchit complètement au long d'amples développements de toute considération de la doctrine de l'économiste censé être examinée. Ce même lecteur, s'efforçant de cerner la perspective globale des théories, constate qu'il ne s'agit pas vraiment pour Marx de restituer la problématique propre à chacun des économistes antérieurs, de déterminer précisément la nature des concepts mobilisés par leur théorie, mais bien plutôt de voir comment les économistes ont cherché à expliquer l'accroissement de celle-ci, l'existence d'un surplus, et se sont trouvés conduits à entrevoir l'idée de survaleur et les contradictions du système économique. Bref, Marx s'avère ici d'une certaine façon en quête de prédécesseurs, ce qui le conduit pour une part à projeter ses concepts sur les leurs, ou plutôt à lire les siens à travers les leurs, à leur prêter beaucoup. Mais par ailleurs, les théories, et là est sans doute l'essentiel, sont aussi l'occasion d'investigations reprises ultérieurement, d'explications, de précisions ou de développements conceptuels originaux par rapport au capital même. Par exemple, sur le concept de travail productif,
sur le rapport économie classique, économie vulgaire, sur la rente foncière, entre autres. Qu'à strictement parler, Marx ne fasse pas œuvre d'historien dans les théories s'explique par un certain évolutionnisme qui affecte sa conception de l'histoire de l'économie politique, ainsi qu'en témoigne une lettre à Kugelmann de 1868. Je cite. « Il est vrai que l'histoire de la théorie prouve que la conception du rapport de valeur a toujours été la même, plus ou moins claire, tantôt entachée d'illusions, tantôt mieux définie scientifiquement. Comme le processus de la pensée émane lui-même des conditions de vie et est lui-même un processus de la nature, la pensée, en tant qu'elle appréhende réellement les choses, ne peut qu'être toujours identique. Et elle ne peut se différencier que graduellement en fonction de la maturité atteinte par l'évolution. » Fin de citation. Conception, donc, qui conduit Marx à voir chez ses prédécesseurs bien plus que ce qu'il s'y trouve effectivement. Il semble donc, toujours avec Michael Heinrich, de considérer que ce manuscrit présente une partie du processus de recherche qui a mené au Capital et non pas une histoire de l'économie politique. L'exposé des doctrines, de leurs limites, l'analyse de leur développement comme de leurs insuffisances, de leurs contradictions, constitue essentiellement pour Marx l'occasion de préciser et de mettre à l'épreuve les concepts et les thèses acquis à travers les Grundrisse et la contribution, en les faisant travailler sur la pensée économique existante, de vérifier la consistance théorique, la portée de son analyse du capitalisme. Avec les théories, nous accédons au laboratoire, ce qu'on peut appeler le laboratoire marxien. Il ne s'agit pas vraiment d'histoire de la pensée économique, mais de l'enregistrement du compte-rendu fort détaillé d'une sorte d'expérimentation théorique. Ces remarques générales étant faites, j'en viens à la pratique, au travail théorique proprement dit de Marx. La place déterminante de l'abstraction, de la production conceptuelle dans le procès de connaissance avait été fortement soulignée dans l'introduction 57. Semblablement, les théories remarquent à plusieurs reprises que chez tous les économistes bourgeois, l'absence de sens théorique pour les différences de forme des rapports économiques demeure la règle. Du fait de leur hâte grossière à appréhender la matière telle qu'elle se présente à eux empiriquement. Donc, à plusieurs reprises, l'empirisme des économistes est souligné par Marx. Bon, l'indispensable force d'abstraction évoquée dans la préface du Capital se trouve mobilisée à travers ce champ d'expérimentation que constituent les théories. Je propose d'en entrevoir la mise en œuvre à partir seulement d'une partie de ces manuscrits. Les pages consacrées à la distinction travail productif, travail improductif. Bon, si le concept est bien sûr mobilisé dans le livre 1 du Capital, celui-ci ne lui consacrera qu'un développement conséquent de 2 pages quand la distinction constitue l'objet de 220 pages des théories, celle qui constitue le chapitre 4 et une trentaine de pages complémentaires rédigées après coup. Le point de départ en est constitué par les remarques d'Adam Smith sur ce sujet. Marx estime que l'auteur de La richesse des nations a su expliciter le caractère spécifique du travail productif du point de vue de la production capitaliste. Ainsi, estime-t-il, l'un de ses plus grands mérites scientifiques est d'avoir défini le travail productif comme travail qui s'échange immédiatement contre le capital, comme travail qui produit de la survaleur. Mais Marx souligne qu'on trouve chez lui une confusion entre 2 définitions de ce qu'il appelle le travail productif
puisque, par ailleurs, le caractère productif du travail se trouve lié à la matérialité du produit. Confusion, incertitude, contradiction qui courent ensuite à travers les doctrines économiques et leur mise en cause de l'apport essentiel de Smith sur ce point. Dans les développements qui constituent le chapitre 4, je distinguerai deux niveaux d'intervention théorique, alors que, bien sûr, dans le texte même, ils sont fortement enchevêtrés. D'une part, l'analyse critique des économistes de leurs insuffisances, et d'autre part, l'exposé des thèses marxiennes proprement dites. S'agissant des 30 pages complémentaires rédigées ultérieurement, elle délaisse, elle, la confrontation avec le discours des économistes au profit de l'exposé systématique de la théorie marxienne elle-même. Donc dans le chapitre 4, on a une analyse, une confrontation avec les textes des économistes. Dans la partie supplémentaire, on a un exposé de la pensée continue et sans recours, sans référence aux économistes, de la pensée marxienne proprement dite. Cette démarche en deux temps et leurs différences formelles laisse voir clairement, à mon sens, le rôle joué par l'analyse critique initiale des différentes doctrines économiques dans l'élaboration, la validation de la théorie qui peut ensuite être, donc dans ce deuxième temps, être directement explicitée. Donc, analyse critique tout d'abord. Ce premier moment trahit, à mon sens, la perspective évolutionniste évoquée par la lettre à Kugelmann, qui, pour une part, est celle de Marx. Estimant, par exemple, que les physiocrates ont considéré justement que seul le productif, le travail salarié, qui crée plus de valeur qu'il n'en coûte, il juge que Adam Smith débarrasse cette idée de la fausse représentation qui considérait que le seul travail agricole était productif. L'apport de Smith résiderait donc simplement dans l'extension nouvelle donnée à une notion déjà consistante. Mais Marx va beaucoup plus loin dans sa perspective évolutionniste téléologique, puisqu'il remonte jusqu'aux mercantilistes. Et il déclare là que sans qu'ils en soient conscients, il existe un aspect de leur théorie, donc des théories mercantilistes, recelant la même conception du travail productif. Mais pour trouver cette conception de fait informulée, Marx procède à une interprétation plus que forcée de l'importance accordée par les mercantilistes à l'exportation, la baisse des salaires réels induite par l'afflux des métaux précieux, conduisant, à son sens, à une augmentation du surtravail relatif. Donc ça, c'est l'interprétation projetée par Marx. La visée implicite des mercantilistes serait donc l'accroissement du travail productif. Marx se charge ainsi de faire apparaître en creux la signification inconsciente, j'insiste, de leur doctrine, l'existence potentielle de l'idée de travail productif, en reconnaissant toutefois que chez eux, c'était sans y voir encore très clair. Informulée au départ, explicite ensuite, la même idée s'avérerait présente chez Smith et ses prédécesseurs. Marx considérant finalement que Smith dit au fond la même chose que le système monétaire. Une même idée est supposée courir de l'arrière-plan des premières doctrines économiques, à l'arrière-plan des premières doctrines économiques. Le système monétaire et mercantiliste appréhende l'accroissement des richesses comme argent, sous la simple forme de la valeur, quand les physiocrates, eux, le ramènent à une simple valeur d'usage. Enfin, avec Smith, les deux conditions de la marchandise, valeur d'usage et valeur d'échange, sont réunies. Ainsi, Marx considère que Smith effectue la synthèse de ces deux approches unilatérales.
S'appuyant sur cette appréhension évolutionniste de l'économie politique, Marx revendique son appropriation critique des connaissances partielles exposées par les économistes, écartant par là même le soupçon d'une théorie arbitrairement construite de toutes pièces. Et c'est là, je pense, que se situe la racine de cette visée, cette perspective continuiste évolutionniste. Il se distingue ainsi des critiques socialistes qui, au discours d'économie politique, tendaient simplement à opposer la révélation de la conception de l'ordre social conforme à la justice et l'instrument, la recette pour l'instaurer. Quand il s'agit pour lui, pour Marx, tout d'abord de comprendre le fonctionnement effectif de la société existante pour être à même de la remplacer. Ce qui suppose, bien sûr, d'analyser l'apport et les limites de l'économie politique et non simplement de dénoncer celle-ci. Travail indispensable pour produire les concepts neufs qui explicitent le fonctionnement de l'ordre capitaliste pour saisir le caractère spécifique de l'échange capital-travail par rapport à la circulation simple. Dans le même temps, la critique des insuffisances, des contradictions des économistes se trouve dépassée à travers la mise à l'épreuve de concepts nouveaux. Concept clé d'une théorie qui permet d'appréhender à la fois la structure économique, la réalité sociale et les représentations savantes ou communes qui viennent les conforter. C'est ainsi que le mouvement de la production capitaliste permet de rendre raison des incertitudes qui affectent la définition du travail productif chez Smith. À côté donc du critère initial, le travail qui crée plus de valeur qu'il n'en coûte, l'auteur de la richesse, je l'ai dit tout à l'heure, envisage une autre approche, estimant alors productif le travail qui se fixe dans une marchandise matérielle dès lors qu'il reproduit au moins ce qu'il coûte. Que Smith ne s'en tienne pas à la différence fondamentale entre travail productif et travail improductif, mais propose ce que Marx désigne comme une deuxième définition, une deuxième détermination secondaire, s'explique, selon Marx, par le développement même de la production capitaliste. En effet, avec l'extension des relations marchandes, de plus en plus, les travailleurs occupés à la production de marchandises sont des ouvriers salariés qui échangent leur travail donc contre du capital. Le travail productif tend donc à coïncider avec la production de marchandises matérielles. Marx nous dit, la marchandise étant la forme la plus élémentaire de la richesse bourgeoise, elle s'impose immédiatement au regard dans la vie quotidienne et Smith cède partiellement au sens commun quand la compréhension du rapport économique essentiel entre travailleurs et capital supposerait l'investigation théorique, la maîtrise des concepts de force, de travail et de survaleur. Je rectifie, c'est pas Marx qui dit ça, c'est mon interprétation, ma lecture. Quant aux épigones, s'appuyant sur un prétendu bon sens, ils verront dans la consommation, dans la production de valeurs d'usage, la fin de la production capitaliste et pour finir, ils ruinent l'apport de Smith en considérant que directement ou indirectement, tout travail est productif. Globalement, c'est encore à ce niveau de l'appréhension critique des doctrines économiques que se trouve mise en œuvre la critique marxienne de l'idéologie, tant dans ses formes savantes que plus directement politiques. Les économistes vulgaires se trouvent contraints de récuser la distinction fondamentale de Smith dans la mesure où elle dévoile la source véritable du profit, sapant par là même leur apologie du capital et de ses agents. De plus, les implications de la distinction entre travail productif et improductif excèdent largement la théorie économique. L'opposition emporte des enjeux directement idéologico-politiques. Selon les économistes vulgaires, cette distinction profondément erronée à leur sens, à leurs yeux,
conduira à l'abaissement des individus occupés aux plus hautes fonctions de la société, les hommes politiques ou le clergé se trouvant mis sur le même plan que les domestiques. Selon Marx, les transformations du système économique et donc l'évolution de la situation de la bourgeoisie conduisent à une appréhension différente de la conception initiale du travail productif, à son abandon dès que la bourgeoisie a conquis tout le terrain, en partie en s'emparant elle-même de l'État, en partie en concluant un compromis avec ses anciens dirigeants qu'elle a également compris que le corps idéologique était le sang de son sang. Toujours, je cite toujours Marx, la page est tournée et la bourgeoisie cherche à justifier sur le plan économique de son propre point de vue ce qu'elle avait combattu et critiqué naguère. Elle en vient à considérer comme productives les fonctions qu'elle récusait antérieurement. La visée cognitive s'efface au profit de l'exigence apologétique, de la volonté d'unification de ces différentes fractions. Ainsi, aux yeux de Marx, le bien fondé de ces développements théoriques, de ces concepts propres, s'éprouve indirectement à travers leur capacité à rendre raison des contradictions, des platitudes, des doctrines des économistes et plus largement des représentations idéologiques propres aux sociétés bourgeoises. Ceci pour, disons, la dimension critique que j'ai séparée un peu arbitrairement du développement proprement dit de la théorie marxienne auquel je viens rapidement. Le grand nombre de pages consacrées à l'opposition du travail productif et improductif dans les théories s'explique si l'on considère avec Marx, je cite, que la distinction essentielle d'Adam Smith, savoir si le travail est payé par le capital ou s'il l'est directement sur le revenu, est une des principales clés pour comprendre les différentes structures économiques de la société. Fin de citation. C'est dire que le chapitre 4 des théories et l'annexe correspondante, par-delà la critique des économistes, se prêtent à l'exposé des thèses marxiennes fondamentales. En effet, la distinction pertinente n'a rien à voir avec la nature en soi du travail, mais se trouve déterminée, bien sûr, comme rapport social et de plus, rapport fondamental entre travail et capital. Partant, le concept de travail productif conduit logiquement à l'explicitation des thèses cardinales de la théorie proprement marxienne, à l'exposé des articulations essentielles du mode de production capitaliste. Faute de temps, bon, je ne ferai que quelques allusions à certains développements qui sont mis en œuvre dans les pages des théories ici retenues. Fondamentalement, il s'agit à l'encontre des économistes de saisir la dimension historique de leur objet. Alors qu'ils envisagent la production et l'échange indépendamment de leur forme capitaliste et développent leur théorie à partir d'une notion de travail indéterminé. Se trouve donc affirmé, une fois de plus, le principe central de la critique marxienne de l'économie politique bourgeoise, principe clairement explicité des misères de la philosophie, où Marx dénonçait déjà le caractère anhistorique des théories économiques. Le principe établi alors, au moment de misère de la philosophie, la critique des catégories et la production des nouveaux concepts restaient par contre à venir. Ils se trouveront pour une part élaborés 10 ans plus tard dans les Grundrisse et les théories apparaissent, se déploient en expérimentant la mise en œuvre de ces concepts acquis antérieurement, en les faisant travailler sur les textes des économistes antérieurs.
Les développements superficiels, le laxisme langagier, expression de pensée sans rigueur des épigones critiques de Smith concernant le travail productif, fournissent à Marx l'occasion de reprendre ces concepts fondamentaux. Ainsi, on trouve l'exposé des concepts de forme, grandeur de la valeur, suscités par l'inconsistance des propos d'esprit mercantiliste de Ganil. Concepts qui font encore l'objet de nouvelles remarques dans le texte annexe, rédigé après le chapitre 4 proprement dit. Marx, par ailleurs, distinguant la marchandise puissance de travail des autres marchandises, Marx explique de nouveau que ce qui fait la valeur d'usage spécifique pour le capital, ce n'est pas son caractère utile déterminé pas plus que ses propriétés particulières, que les propriétés particulières du produit dans lequel il se matérialise, mais c'est son élément créateur de valeur, d'échange, de travail abstrait. Ainsi, dans un premier temps, Marx éprouve la pertinence des concepts produits antérieurement dans les Grundrisse, la contribution, la cohérence et la puissance de la théorie dont il dispose à travers la critique et l'explication des limites et des contradictions de l'économie politique bourgeoise. Celle-ci est utilisée comme pierre de touche, pour éprouver sa théorie propre. Dans un second temps, donc parmi les annexes, là, il peut se permettre de proposer en une trentaine de pages un exposé suivi de sa théorie propre. Mais cet ensemble de manuscrits suscités par les considérations diverses des économistes sur le travail productif offre également en quelques points des développements originaux, ou parfois plus explicites que dans les textes antérieurs, et ainsi reprise par exemple la distinction fondamentale entre la circulation simple et l'échange capital-travail, qui est déjà bien sûr thématisé dans les Grundrisse. Distinction fondamentale que les critiques socialistes n'avaient pas su faire. J'évoque un autre point lié assez étroitement à l'opposition entre les deux types de travail, productif et improductif, suit le problème de la nature des différents travaux et fonctions au sein du mode de production capitaliste. En particulier, la séparation travail manuel, travail intellectuel. Aux considérations purement moralisantes et politiquement souvent fort intéressées qui imprègnent une bonne part du discours des économistes, Marx oppose la rigueur du concept, c'est-à-dire le rapport au capital. Seul, donc là je cite, seul le travail qui produit du capital est productif. Parmi ces ouvriers productifs, il faut compter naturellement tous ceux qui collaborent d'une manière ou d'une autre à la production de la marchandise. Depuis le travailleur manuel jusqu'au directeur, ingénieur, et entre parenthèses, pour autant qu'ils sont différents du capitalisme. Fin de citation. Ce qui signifie, bien sûr, que la création de survaleur ne renvoie pas seulement au procès du travail immédiatement matériel, elle repose sur le travailleur collectif où se combinent travail matériel et travail intellectuel. Se combinent des forces de travail de qualifications diverses. Par ailleurs, toujours évocation rapide, réagissant à un paragraphe ou à une simple phrase de l'un ou l'autre des économistes, Marx peut être entraîné assez loin du travail productif. Ainsi, par exemple, se trouve évoquée la question de la circulation, de l'échange du revenu et du capital, de leur rapport, et à partir de là, une quinzaine de pages propose une première ébauche de ce qui deviendra plus tard le problème de la reproduction simple du mode de production, des rapports, la question des rapports entre section 1 et section 2. Homme de science et non inventeur d'un nouveau système social, Marx éprouve, développe les concepts qui fondent sa théorie du mode de production capitaliste
à travers la critique, parfois laborieuse à mon sens, de l'économie politique. Je conclurai par une remarque à propos de l'expression pratique théorique du texte de l'intitulé « Mon exposé ». Cette expression, ce concept avancé par Althusser il y a une bonne cinquantaine d'années, avait suscité alors quelques cris d'orfraie qui venaient d'horizons opposés. D'une part, des tenants d'un matérialisme simpliste, comme d'autre part, de celle des adorateurs de l'intellection pure. Aux uns comme aux autres, à mon sens, Marx avait par avance répondu dans une lettre à sa fille Laura en déclarant, je cite, « Je suis une machine condamnée à dévorer les livres pour ensuite les recracher sous une forme modifiée sur le fumier de l'histoire. » Je vous remercie.